Bonjour à tous. Et oui, cela fait 2 mois que l'on ne s'est pas vu. En ce qui me concerne, je suis très heureuse de vous retrouver. Toute l'équipe de Côté Jardin est prête pour cette nouvelle saison, pleine de nouveautés. Comme promis, Thierry volera à votre secours et vous aidera à trouver la bonne idée pour votre jardin. Coralie aménage un nouvel espace avec une vue sur Lyon et la Saône à couper le souffle. Je sais que vous êtes nombreux à aimer les très beaux jardins. Alors pour vous, chaque semaine, un documentaire. Bien sûr, je n'oublie pas les gourmands avec mes recettes du jardin, mais cette saison surprise, c'est Mathias qui sera derrière les fourneaux. Tout de suite, Coralie, qui je crois a pris de la hauteur. Eh bien, tu vois Myriam, je ne suis pas encore au Perché. Je suis au bord du Rhône, à Gerland, pour vous parler de potager. Alors sans doute vous rentrez de vacances, votre jardin a pris quelques libertés et vous avez fort à faire. Eh bien, ce d'autant plus qu'il faut déjà préparer l'hiver et le printemps. Eh oui! Et pour être moins débordé, vous avez peut-être pensé à protéger certaines planches de culture qui étaient libres avant de partir. C'est ce que j'ai fait moi avec ici une couche de carton cachée sous des herbes sèches. On peut bien sûr utiliser des vieux sacs de toile de jute qui sont toujours aussi efficaces. Alors là, je n'ai qu'à retirer le paillage pour pouvoir semer directement en place. Je vais avoir une planche propre. Alors il y a beaucoup de semis à faire en ce moment. Les laitues, les radis, les navets, sans oublier bien sûr tous les engrais verts, vesses, féveroles, moutarde. On peut aussi semer les choux de printemps, précoce de Louviers porte bien son nom. Et puis il faut penser aussi aux oignons blancs que l'on pourra récolter en mai. Quant à moi, je vais semer à la volée un petit peu de mâche. Et si ce n'est déjà fait, repiquez aussi des poireaux. Choisissez une variété de votre terroir. En cette bonne région lyonnaise, j'ai choisi le bleu de Solèze. Je vais tutorer les plus grosses tomates. Alors, l'été pluvieux 2007 restera dans toutes les mémoires de vacanciers, mais aussi de jardiniers. Et ce sont sans doute les tomates qui en ont le plus souffert. Alors, pour 2008, moi je retiens 3 recommandations. Tout d'abord, cultiver sous abri, on n'a plus de problème d'humidité. On peut aussi, à la base de la tige, mettre un petit fil de cuivre, ça calme certaines velléités du mildiou. Et puis enfin, on peut cultiver toutes les plantes compagnes des tomates, notamment la capucine. Si vous avez peur d'être envahi, choisissez une variété naine. Alors en ce moment, continuez à soigner les tomates. Je coupe évidemment toutes les feuilles qui sont malades ou les feuilles vertes qui cachent les tomates en train de mûrir. Pensez aussi à couper toutes les fleurs, elles n'ont aucune chance de faire des fruits, comme ici. Et pour conserver vos tomates, je vous conseille un article très complet dans le dernier numéro des 4 saisons du jardinage. Et j'en profite aussi pour vous signaler qu'il est en vente dans tous les kiosques depuis hier. C'est un bimensuel, un petit format, mais à chaque fois un concentré de conseils, de savoir-faire à partager. Je vous invite donc à lire cette revue d'écologie pratique éditée par Terre Vivante, rebaptisée pour l'occasion les 4 saisons du jardin bio. Merci Coralie. Mais attention, une petite précision, ce n'est pas un bimensuel, mais un bimestriel. Regardez, la ville de Lyon a réhabilité les berges du Rhône. Il n'y a plus maintenant ni voiture ni parking. C'est l'endroit idéal pour flâner, marcher en famille ou faire du vélo. Et c'est plutôt sympa, non ? Dans cet environnement naturel, vous aurez peut-être l'envie d'aménager votre jardin ou de créer de nouveaux espaces. Mais vous hésitez à vous lancer et c'est là que Thierry intervient. Aujourd'hui, il est à Vienne, dans un jardin plutôt naturel. Exactement Myriam, aujourd'hui je suis chez Jean-Louis et sa famille, près de Vienne dans l'Isère. Comme vous l'avez compris, cette année, je vais vous montrer quelques petits aménagements, mais en changeant régulièrement de jardin. Dans ce type de jardin naturel, cet apparent laisser-aller cache en fait un intérêt vraiment très fort pour l'environnement. Cette mare par exemple est alimentée par les eaux de pluie. Avant d'arriver ici, elle suit une sorte de petit ruisseau sinueux qui la ralentit et la réchauffe. La mare a été creusée à l'été 2006, mais ce pont est de juin dernier. Aujourd'hui, je vais m'occuper avec Pierre d'un petit bricolage, une réserve à bois. Je vais m'installer de ce côté de la cabane. En toute logique, pour bien s'intégrer, il aurait fallu suivre la pente naturelle du toit. Mais là,
Au contraire, je vais marquer l'effet extension en m'installant ici. Cette disposition et les matériaux choisis vont m'aider à obtenir l'effet rustique que je recherche. Du châtaignier brut d'écorçage et de la brande de bruyère. Après un petit soubassement en gravier, on commence par les piquets. Alors les deux premiers sont juste posés. Ils sont fixés au travers de la cloison. Et Pierre va les fixer par derrière, avec des vis. Les deux de devant seront battus à la masse, mais sans insister lourdement, car la structure est très costaud et peu sollicitée. Tu vas, Pierre ? Et ce piquet supplémentaire, c'est pour faire un petit retour, car je profite de l'occasion pour isoler un peu plus ce sous-bois de cèdre de la maison, pour le rendre plus intime. Et là, je lui installe une jambe de force. On passe au tuteur, que j'utilise comme des traverses. Vous remarquez que je mets des pentes fortes, ça n'est pas qu'une question esthétique. En effet, la brande de bruyère est ma seule étanchéité, donc même en double couche, il faut au moins 30% de pente pour que l'eau s'écoule bien. Maintenant, on pose la brande. Alors j'en mets 2 épaisseurs, parce que je n'ai pas trouvé exactement le produit artisanal que je voulais. Voilà. Si vous voulez faire une étanchéité parfaite, vous pouvez aussi intercaler un film plastique entre les 2 épaisseurs. Maintenant, je vais laisser Pierre s'occuper des ligatures et moi, je vais aller faire le petit retour. Avec ces petites perches, je fabrique une sorte d'éventail. Alors, je les perce en regard de la jambe de force et je les visse. Jusque-là, cet éventail pourrait n'être que décoratif. Mais voilà, j'ai percé les perches selon des arcs et je passe un fil un peu comme une toile d'araignée. Vous l'avez compris, c'est pour une plante grimpante. Et de l'autre côté de cet éventail, Pierre m'a préparé une fosse, déjà garnie au fond, d'une quinzaine de centimètres de terre amendée, avec du cailloutis pour être bien drainante. Et toute cette préparation est pour une clématite. C'est la Golden Tiara. C'est une proche cousine de la Tangutica. Elle est de moyen développement, convient très bien à mi-ombre pour un support à peu près de cette envergure. Pour un effet plus rapide, on va tout de suite en planter 2. Ce jaune est chaud et très lumineux. Cette plante est aussi intéressante en haie ou appuyée sur des arbustes aux pieds éclaircis. En voyant ces vrilles, vous comprenez l'intérêt du fil. Les supports pour grimper ne doivent pas dépasser 1 cm de diamètre. Si vos clématites refusent de s'accrocher, regardez bien leur support. C'est très important pour le démarrage. Et pour la taille, très simple. Pensez à couper en fin d'hiver, près de la base, une tige sur 2 ou 3. Vous éviterez ainsi que les touffes se dégarnissent du pied. Après avoir déposé un petit lit de terreau autour de la motte pour favoriser l'enracinement, je rebouche le trou avec la terre amendée. Et pour la taille, c'est très simple. Rien à faire la première année, le temps que la clématite se développe. Et par la suite, pensez à couper quelques branches à la base pour éviter que la touffe se dégarnisse du pied. Voilà, l'abri est fini.
Encore un dernier petit conseil, pour votre bois de chauffage, prévoyez bien large, afin qu'il vous reste toujours une partie du tas intacte en fin d'hiver. En effet, il sert également de refuge à des petits animaux très utiles au jardin, comme le hérisson, le crapaud et même quelques insectes. La prochaine fois, nous nous retrouverons pour un tout autre sujet, dans un petit jardin en terrasse. Le dossier complet de Thierry se trouve sur notre site internet. Ça, c'est pour les courageux. Pour les amoureux de beaux jardins, c'est tout de suite 6 minutes de bonheur. Niché dans le sillage d'un affluent de la Marne qui lui donne son nom, le parc du Morbras à Sucy-en-Brie est un vallon de verdure sauvé d'un assaut urbain qui se fait oppressant. Ici, dans un autre corridor temporel, se revivent en toute liberté les gestes les plus simples d'une enfance chapardeuse et vagabonde. Les oiseaux n'y touchent pas. C'est la première ou la seconde année, je crois la seconde année, que ce mûrier, qui est un vrai mûrier, donne ses fruits, qui sont des mûres, mais ça a vraiment un goût de mûr, très mûr. Je suis carrément, moi, accro à ce fruit. Il faut dire qu'avant ici, c'était réellement un verger. Et moi, je me souviens enfant, je venais ici, on passait par-dessus les murs et on faisait la cueillette un petit peu sauvage à l'intérieur du verger, avec quelquefois des petits accrochages avec le gardien, mais enfin ça, c'est pas grave. Donc effectivement, sur le parc, au niveau historique, le coteau se prêtait par rapport à l'exposition de l'ensoleillement à des vergers. Donc suite à des recherches qui ont été faites au niveau des archives, on a pu retrouver des trames de plantation. Et depuis quelques années, l'ancien contremaître et moi-même, on continue à planter des arbres fruitiers, que ce soit pommiers, poiriers, cerisiers essentiellement, avec le plus possible le respect des lignes qu'on a pu trouver au niveau historique du verger. Donc essentiellement à la recherche de fruits anciens, style des pommes gros locard ou des pommes originaires de la région Île-de-France qui ne sont pas commercialisées parce que la forme n'est pas régulière ou parce que, mais qui restent des fruits à couteau à manger qui sont très bons. On essaye de mettre en place des journées de cueillette, donc on mettra à disposition des échelles, des nacelles, de façon à ce que les gens puissent attendre cette journée de cueillette et en même temps faire une sensibilisation du qu'est-ce que c'est lorsqu'on casse une branche, qu'est-ce que ça va provoquer l'année suivante. C'était là où on venait s'amuser avec quelques garçons de mon âge et on descendait jusqu'au bas du Morbras en grande cavalcade, un peu cow-boy indien. Et on arrivait au bas du Morbras et on avait encore la chance à cette époque-là de trouver quelques écrevisses. Alors nous, c'était un peu l'Amazonie et en bas, c'était notre Rio et c'était notre découverte. On arrivait à imaginer des tas d'histoires là-dedans, comme tous les enfants de cet âge-là. Si au tumulte du ruisseau s'accorde la flore spontanée en haut du vallon, une atmosphère de calme étrangeté toute créée surgit d'ailleurs. J'aime beaucoup cet endroit, il est très très agréable. En été, il y a beaucoup de fleurs. Chaque fois que je fais des visites, c'est toujours un enchantement pour les gens. À chaque saison, il y a toujours une floraison particulière. Je voulais aussi vous présenter une plante qui est très très originale là-bas, qui est la Gunera manicata. Et apparemment, ces fruits sont comestibles. Donc ça vient tout droit du Brésil et on a plusieurs comme ça plantes exotiques qui font un peu l'originalité du lieu. Parce que quelquefois, on ne sait pas trop où on est. Est-ce que c'est un jardin du japonais? Est-ce qu'avec ce type de plante, on se retrouve un peu en voyage?
Ici, on se retrouve près d'une zone humide. Grâce à cette zone humide, en fait, il y a toute une vie, donc des insectes, des micro-invertébrés aussi. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ça alimente toute une chaîne. Et on a remarqué aussi que tout un cycle d'oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux venaient ici parce qu'ils étaient à l'aise en fait, ils trouvaient tout ce qu'ils voulaient en fait. L'enjeu pour nos parcs, c'est de créer de la diversité. Et pour ce parc-là, c'est de créer de la biodiversité et de travailler sur la biodiversité. Et travailler sur la biodiversité, c'est aussi travailler sur une gestion différenciée, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas avoir une gestion uniforme, productiviste, qui ferait qu'on tondrait toutes les pelouses tout le temps. On cherche là à avoir des prairies, à avoir des zones humides, des sous-étages de boisement où on va laisser monter petit à petit un sous-étage qui permettra d'avoir des nidifications. C'est une démarche qu'on a engagée depuis environ 4 ans. On essaye de mettre beaucoup de pédagogie. On passe d'un jardinier qui, en fait, avait une technique très horticole vers un jardinier qui devra être encore plus près de la nature. On est en train de transformer nos métiers et c'est important, je crois, pour l'ensemble de nos pratiques. Profitez des journées du patrimoine le week-end prochain pour visiter ce parc qui avait tant séduit Raymond Radiguet, auteur de Le Diable au corps, un ouvrage qui a fait scandale. Il fut porté 3 fois à l'écran. On retiendra surtout la première version de Claude Autant-Lara avec Gérard Philippe et Micheline Prel en 1946. Chaque semaine, les travaux au jardin sont nombreux et suscitent bien des questions, comme celle de Solange de Poix. Peut-on encore diviser les iris ? Oui, le mois d'août est la période idéale, mais on peut encore le faire. Au bout de quelques années, les rhizomes, c'est-à-dire les grosses racines d'iris, deviennent très denses, ils finissent par végéter et même ne plus fleurir. Alors ici, je les arrache franchement. Je tronçonne des bouts de racines et je vais diminuer le volume de feuillage et de petites radicelles ici, c'est ce qu'on appelle habiller. Cela va faciliter la reprise de chaque iris. Je les repique en surface en les enterrant à peine et sans apport de compost particulier. Ces iris se plaisent en sol pauvre et sec. Alors bien sûr, on les cultive pour leurs fleurs, mais aussi pour leur feuillage gris bleuté, dressé, qui permet de dessiner des bordures ou ponctuer un massif. Il existe même des variétés naines, ou même encore cette variété panachée qui me permet de donner de véritables coups de pinceau lumineux dans le jardin. C'est aussi la saison pour récolter de nombreuses graines. Je me suis fabriqué cette petite boîte de récup, une boîte à sel bien hermétique, et je vais récolter ces graines d'Escholzia. Escholzia, enfin retenez plutôt pavot de Californie. C'est une fleur qui se ressème partout dans le jardin, sur les talus, entre les joints de dallage et même dans les murs. Sa seule exigence, le soleil et même le cagnard. Il faut vraiment que ça chauffe comme les couleurs au ton chaud de leurs fleurs jaunes, orangées, voire même blanc crème ou rosé. En tout cas, c'est une fleur que je préconise à tous les jardiniers débutants. On peut aussi récolter des graines de rose trémière. Elles ont de jolies fleurs simples, comme les fleurs d'à côté qui sont simples mais géantes. C'est un hibiscus. Il se cultive comme une plante vivace, il est rustique dans notre région lyonnaise. Alors pour prolonger sa floraison, je lui apporte un petit arrosage fertilisant. Il se cultive aussi très bien en pot au balcon. Et croyez-moi, avec cet hibiscus, je cultive l'émerveillement. Merci Coralie. Et maintenant, le moment que tous les gourmands attendent, la recette. J'ai découvert cet été chez des amis un moyen de cuisson très sympa qui nous vient d'Espagne, la plancha. Alors pour continuer l'ambiance vacances, Mathias va nous mettre l'eau à la bouche avec un parilla de légumes. Au XIXe siècle, les Espagnols eurent l'idée de déposer une plaque de fonte sur des braises pour faire la cuisine. La plancha était née. Le nom d'ailleurs désigne à la fois l'appareil et le mode de cuisson. Puis la plancha passe la frontière française et s'implante au Pays Basque.
Mathias, sais-tu pourquoi ton ustensile s'appelle une mandoline? Non, je suis vraiment désolé, je sais pas. Vous connaissez la réponse? Alors écrivez-nous. Vous aurez peut-être la chance de gagner ce livre Plancha Mania aux éditions culinaires. 50 recettes créées par des chefs tous formés à l'école d'Alain Ducasse. La plancha est devenue un art de vivre. Si vous êtes nombreux, c'est parfait, c'est convivial, tout est vite cuit et d'une saveur incomparable. Pour la cuisson des légumes, la température de la plancha doit être réglée sur doux. Évidemment, les braises, c'est du passé. Les planchas sont maintenant chauffées au gaz, plus pratique et surtout moins dangereux. Répartissez les légumes dans les assiettes, présentez la sauce à part et enfin dégustez. Voilà, côté jardin, c'est fini pour aujourd'hui.